de l'actualité, en Sierra Leone, le second tour de la présidentielle a été reporté au 31 mars prochain. C'est en tout cas ce qu'a annoncé ce lundi le président de la Commission électorale nationale. Les Nations Unies doivent renouveler ce mardi le mandat de leur force en République démocratique du Congo, avec en ligne de mire les élections prévues le 23 décembre pour organiser le départ du président Joseph Kabila. Et puis au Niger, au moins 5 personnes, tous des civils nigériens, ont été tués en fin de semaine dans une attaque attribuée aux islamistes nigérians de Boko Haram dans la région de Difa, dans le sud-est du pays. Bienvenue à tous et merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. Présidentielle en Égypte, les bureaux de vote ont ouvert ce mardi matin pour la deuxième journée d'un scrutin de 3 jours que le candidat sortant Abdel Fattah al-Sisi est sûr de remporter, faute de compétition. Et comme la veille, les bureaux ont ouvert à 9h locales, 7h GMT. Mais peu d'électeurs se présentaient ce mardi matin devant les urnes à l'ouverture des bureaux. Élu président en 2014, le président Abdel Fattah al-Sisi a pour seul adversaire Moussa Mostafa Moussa, un homme politique méconnu du grand public et partisan du régime actuel. Face à l'absence de compétition réelle, le taux de participation est pour le pouvoir l'unique enjeu de ce scrutin. Toutefois, aucune donnée officielle à ce sujet n'avait été publiée ce mardi matin. En Sierra Leone, le président de la commission électorale Mohamed Conté a annoncé à la veille du second tour du scrutin présidentiel que le vote sera reporté au samedi 31 mars prochain, et ce, après avoir perdu des jours de préparation en raison d'une décision de justice. Les précisions. Malgré le rejet par la justice d'un recours demandant le report du scrutin, le second tour de la présidentielle en Sierra Leone prévu ce mardi a été repoussé au 31 mars prochain. L'annonce a été faite ce lundi par le président de la Commission électorale nationale à l'issue d'une réunion en présence des 2 candidats et des observateurs nationaux et internationaux. Nous sommes prêts pour organiser l'élection le 31 mars. Bien sûr qu'il y a des difficultés, mais nous espérons les surmonter. La Haute Cour de la Sierra Leone, qui a ordonné samedi dernier à la Commission électorale nationale de suspendre les préparatifs du scrutin, a levé l'injonction en début d'après-midi. Elle a également donné ce lundi des instructions à la Commission électorale nationale pour assurer la transparence et l'intégrité des résultats, notamment la communication des procès-verbaux aux représentants des 2 partis et leur affichage dans chaque bureau de vote. Ce second tour opposera Julius Maada Bio, le candidat du principal parti d'opposition, le SLPP, à Samura Kamara, le candidat de l'APC, le parti au pouvoir. Et parlons des candidats à la présidentielle, ils ont réagi au report annoncé du vote au 31 mars prochain. C'était à l'issue d'une réunion en présence de la Commission électorale nationale et des observateurs nationaux et internationaux. Nous devons régler quelques détails techniques. L'APC a encore quelques inquiétudes et nous nous sommes mis d'accord pour nous en occuper. Mais rien ne devrait nous empêcher d'avoir une élection le 31 mars. Nous sommes d'accord sur l'intégrité du processus électoral, sur le fait que la Commission électorale nationale a l'entière responsabilité de garantir des élections crédibles et qu'elle doit regagner la confiance du public là où elle l'a perdu, et cela va dépendre de la façon dont elle organisera le second tour. And that depends on the manner in which NEC handles the runoff elections. Well, I just want to appeal to the people. Je veux juste dire aux gens de surtout rester calmes. Personne ne doit être forcé de sortir dans la rue et de se conduire de façon violente, que l'on gagne ou que l'on perde. La sécurité de la Sierra Leone est entre nos mains.
Allons à présent en Angola où José Filomeno dos Santos, le fils de l'ancien président angolais, a été inculpé ce lundi pour fraude. Selon le représentant du parquet général, il aurait ordonné un virement de 500 millions de dollars au moment où il dirigeait un fonds souverain du pays. Poursuivi pour fraude, détournement de fonds, trafic d'influence et blanchiment d'argent, selon le procureur général adjoint, le fils de l'ancien chef de l'État a été inculpé en même temps que Walter Felipe da Silva, l'ancien directeur de la Banque centrale angolaise. Rappelons que José Filomeno dos Santos avait été limogé de son poste en janvier dernier par le nouveau président João Lourenço. Les Nations Unies doivent renouveler ce jour le mandat de leur force en République démocratique du Congo, la plus importante au monde. En ligne de mire, les élections prévues le 23 décembre pour organiser le départ du président Joseph Kabila. D'inspiration française, la nouvelle résolution qui doit être approuvée par le Conseil de sécurité insiste sur la nécessité de faire tout ce qui est possible pour que les élections du 23 décembre 2018 soient organisées dans des conditions requises de transparence, de crédibilité, d'inclusivité et de sécurité. Cela suppose que les 16 000 militaires de la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO, assurent la protection des civils et soutiennent le processus électoral jusqu'au transfert de pouvoir que les Nations Unies envisagent, non sans optimisme, autour du 12 janvier 2019. La précédente résolution de mars 2017 envisageait déjà une élection présidentielle en décembre 2017, un scrutin finalement reporté d'1 an par les autorités congolaises, officiellement pour cause de violence dans le Kasaï. Résultat, le président Joseph Kabila restera au pouvoir au moins jusqu'à début 2019, plus de 2 ans après la fin de son second mandat, le 20 décembre 2016. D'après la Constitution, la nouvelle résolution intervient dans un contexte de tension entre l'ONU et le président Kabila sur fond de crise politique, sécuritaire et humanitaire. Lors d'une conférence de presse le 26 janvier, le président avait déclaré vouloir clarifier les relations avec la MONUSCO qu'il accusait de n'avoir éradiqué aucun groupe armé sévissant en RDC, voire de vouloir co-gérer le pays. Plus récemment, Kinshasa vient de refuser de participer à une conférence des donateurs pour la RDC le 13 avril à Genève, co-présidée par l'ONU, estimant que les Nations Unies et les ONG exagéraient la crise humanitaire au Congo. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, envisagerait une visite avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, dans les mois qui viennent pour souligner l'intérêt qu'il porte à la préparation des élections. Dans l'est de la République démocratique du Congo, précisément au Kivu, les civils subissent un regain des violences et des viols par les milices. Les victimes des actions perpétrées par des miliciens racontent leurs expériences. Reportage. Recrudescence des violences pour des raisons obscures dans les villages du Kivu en République démocratique du Congo. La terreur est conduite par des hommes en armes qui tuent, violent et pillent. Des milliers de civils en font les frais. Plusieurs villages dans la zone de Kabi-Kokole, dans la région de Bukavu, ont été attaqués début février par des miliciens, Raya Mutomboki. Une fillette et 2 autres femmes victimes de Kabi-Kokole se font soigner à l'hôpital de Panzi à Bukavu, dirigé par un charismatique gynécologue obstétricien. En 2015, on avait observé une diminution sensible de violences sexuelles de patientes qui se présentaient à l'hôpital. Et malheureusement, depuis fin 2016 et 2017, là, vraiment, c'est une augmentation remarquable. Les assaillants se sont introduits dans la maison. J'ai vu des Hutus entrer dans la maison. En arrivant, ils m'ont violée devant le père de mes enfants. La deuxième fois, j'étais dans la maison. Il y avait du bruit dehors. Quand je suis sortie voir ce qui se passait dehors, ils m'ont poussée de force. Ils m'ont violée devant mon enfant et ils disaient à mon enfant de regarder. Je ne savais pas que ce sont des rebelles. Ils étaient derrière une maisonnette comme ça. Ils ont quitté là. J'ai vu 3 personnes d'ailleurs. Les qui étaient devant, munis de roquettes. Le profil des victimes aussi a changé. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus d'enfants qui sont violés. Le pourcentage d'enfants violés augmente et ça nous inquiète beaucoup.
La protection des civils représente la priorité des Nations Unies. Pour preuve, elles renouvellent le mandat de leur force en RDC, la plus importante au monde, avec quelques 16 000 militaires. Je le disais en titre, au Niger, au moins 5 personnes, tous des civils nigériens, ont été tués en fin de semaine dans une attaque attribuée aux islamistes nigérians de Boko Haram. Une attaque survenue dans la région de Difa, dans le sud-est du pays, une région proche du Nigeria. Ce bilan, il faut le dire, a été confirmé par un élu de la localité qui a également fait état de plusieurs blessés. Au moins 5 civils nigériens ont été tués et plusieurs autres blessés en fin de semaine dans une attaque attribuée aux islamistes nigérians de Boko Haram à Toumour, une commune de la région de Difa dans le sud-est du Niger. Selon des témoins, les combattants de Boko Haram ont mené l'attaque sur la place du marché vendredi en début de soirée, tirant sur la foule et emportant des vivres. Cette attaque de Boko Haram, la deuxième de cette année, après celle de janvier dernier, a sérieusement secoué et bouleversé les populations. Mi-janvier, 7 militaires nigériens avaient déjà été tués et 17 autres blessés dans une attaque à Toumour, à l'est de Difa, vers le bassin du lac Tchad. Ces attaques sont intervenues après plusieurs mois d'accalmie dans la région de Difa, théâtre depuis février 2015 de nombreuses attaques de Boko Haram. Le 3 juin 2016, une attaque massive de Boko Haram avait fait 26 morts chez les militaires, ainsi qu'un nombre inconnu de victimes civiles dans la ville de Bosso, à une vingtaine de kilomètres de Toumour. Et puis, le Gabon a entamé ce lundi la révision de son code des hydrocarbures. Adopté le 28 août 2014, ce code est très contesté par les compagnies pétrolières qui le jugent trop coercitif et peu attractif pour les investisseurs. Les détails. Libreville a fait venir tous les ministres du pétrole de la sous-région et des experts de l'Organisation des pays producteurs de pétrole OPEP. Le but de la manœuvre est de faire venir des nouveaux investisseurs car le Gabon a de nouveaux blocs pétroliers à vendre pour booster sa production pétrolière en déclin. Charles Chen est l'un des plus grands experts pétroliers gabonais. Ancien cadre chez Elf et Shell, il a créé sa société de consulting et représente une dizaine de multinationales. Il combat l'actuel code pétrolier. Cette loi a été introduite en août 2014 et juste après, le prix du pétrole a commencé à décliner. Il fallait, comme certains pays l'ont fait, revoir le code. Et pour Charles Chen, plusieurs choses ne vont pas dans le bon sens dans ce code. Il est stipulé que l'État imposait 35% d'impôt sur la part de la société. Et sur un baril de pétrole produit, l'État gagne à peu près 81%. Depuis 2014, seuls 2 contrats ont été signés au Gabon. Si le code est révisé, l'expert est convaincu que les compagnies pétrolières vont revenir au Gabon. Beaucoup aimeraient, il y en a qui attendent. Si la loi change, ils reviendront, a-t-il expliqué. Pour rappel, le Gabon a atteint le pic de sa production en 1997 avec 390 000 barils par jour. Le déclin se poursuit, mais tous les analystes conviennent que le domaine pétrolier gabonais peut encore révéler de grandes surprises. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.